L'automédication désigne le fait d'utiliser des médicaments disponibles sans ordonnance pour se soigner sans avoir demandé d'avis médical au préalable. Vous suivrez dans ce journal les conséquences liées à cette pratique. Et puis en interactualité, des partisans de l'influent leader chiite Muqtada ont brièvement investi mercredi le Parlement en pénétrant dans l'ultra-sécurisée zone verte abritant Bagdad, institutions gouvernementales et ambassades. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver. Bonsoir à vous et bienvenue dans ce journal. Je l'annonçais en titre, le Bénin et la France entendent réorganiser leur coopération sur le plan culturel. Plusieurs initiatives seront prises dans les semaines à venir et des accords de partenariat sont déjà signés à cet effet dans le cadre de la visite d'Emmanuel Macron à Cotonou hier. Mais qu'est-ce qui va être concrètement fait par le Bénin et la France en ce qui concerne la culture? Les présidents des deux pays ont évoqué la question lors de leur point de presse à Cotonou. Les détails dans cet élément de Kenneth Egambi. Le Bénin et la France ambitionnent faire de Cotonou une scène culturelle et artistique de la sous-région ouest africaine. Pour y arriver, les deux pays consentent d'importants investissements dans ce sous-secteur. Les ambitions sont grandes. L'Institut français d'une nouvelle envergure, mieux que ce qui existait jusque-là, parce qu'il manquait d'ambition, l'Institut français du Bénin. Il faut un institut d'une nouvelle envergure, plus ambitieux, et comportant également une villa, Jean Médicis, et une résidence pour les artistes, ainsi que notre projet de musée d'art contemporain. Tout cela pour faire de Cotonou une scène sur laquelle le rayonnement de notre culture commune s'exprimerait davantage. Nous allons accompagner l'école du patrimoine africain, la construction du futur musée de l'épopée des Amazones et la restauration des palais royaux d'Abomey. Mais également de pouvoir avancer en liant cette villa que nous allons inventer collectivement avec ce que nous voulons faire à Villers-Cotterêts pour les francophonies. De son côté, le président français salue l'effort du Bénin dans le domaine culturel et surtout la promotion d'art. Emmanuel Macron n'a pas caché ses impressions par rapport aux réalisations des artistes béninois contemporains. Je suis extrêmement heureux d'avoir pu vivre à vos côtés cette forme de généalogie de la création béninoise. Nous sommes fiers de nous engager aujourd'hui avec le Bénin dans un partenariat culturel d'exception au cœur de cette région qui est de Lagos à Abidjan, a tout pour devenir en effet un des cœurs vibrants de la culture du continent africain et du monde. Et à cet égard, je serais extrêmement fier, Monsieur le Président, si cela est possible et qu'on arrive à l'aménager, il n'y a pas de réserve de votre côté, mais de pouvoir accueillir à Paris l'exposition que nous venons de voir aujourd'hui à Cotonou des artistes contemporains. Le progrès du Bénin en matière de création et de conservation d'art convainc le chef d'État français qui souhaite davantage travailler dans le sens de la restitution des trésors royaux du Bénin restant en France. Qu'un acte de restitution n'est ni une perte ni une contrition. C'est une continuation de l'histoire. C'est la possibilité d'une nouvelle page, c'est une réinvention de ces trésors, de ces œuvres. Et je crois profondément que c'est un geste qui a une part de mystère, de spiritualité, mais qui regarde résolument vers l'avenir. Ce que nous souhaitons faire maintenant, c'est de pouvoir rendre plus simple le cadre de ces restitutions. Sur la base de cette doctrine, un travail a été demandé à M. Martinez, l'ancien président du Louvre. Il a été rendu et il explicite une série de critères. Et donc nous sommes techniquement, si je puis dire, scientifiquement prêts. La France s'engage donc dans cette collaboration avec le Bénin pour faire de ce pays partenaire un pôle culturel en Afrique. Après un voyage de 2 jours au Cameroun, le président français Emmanuel Macron a enchaîné ce mercredi 27 juillet 2022 sa tournée africaine avec une visite officielle au Bénin. À Cotonou, il a abordé différents sujets avec son homologue béninois Patrice Talon, dont la lutte contre le terrorisme et la crise
politique au Bénin, impression et analyse des faits marquant la rencontre des deux personnalités. C'est dans ce reportage de Romaric Dossa et Mathieu Soso. Plusieurs activités ont fait le menu de la visite du président français Emmanuel Macron au Bénin, dont une conférence conjointe entre les deux chefs d'État avec la presse nationale et internationale. Sur la question de la sécurité, Emmanuel Macron a assuré que son pays est prêt à coopérer en matière de formation et d'équipement militaire pour renforcer la sécurité au Bénin. Et le président français a bien expliqué comment est-ce qu'ils peuvent doter le Bénin des équipements militaires. Il dit que ça va se faire entre les deux armées, parce qu'il y a un processus. Je suis entièrement d'accord. Ce qui est bien, c'est que ce n'est pas le Bénin, ce n'est pas les moyens qui manquent, mais le président Talon a simplement demandé un soutien, ce qui est normal, ce qui est tout à fait normal, que les voix s'éteignent, que les gens se calment, que les Béninois soient confiants. Il n'y aura pas une déstabilisation du Bénin en matière de djihadistes, ainsi de suite. C'est juste des prévisions, c'est juste des mesures on va dire, des mesures prises par les deux pays pour atténuer l'invasion des djihadistes au Bénin et le côté transfrontalier du Bénin. Face à la question de connaître le sort réservé aux exilés et détenus politiques en République du Bénin, Patrice Talon a assuré qu'il n'y avait pas de détenus politiques dans son pays. Pour lui, personne n'est détenu au Bénin pour son opinion politique, mais détenu pour avoir commis des délits dans le champ politique. Il a dit sous tous les cieux, à toutes les occasions, dans toutes les conférences, il a toujours dit, dès que vous avez un pépin contre l'État, vous venez rendre compte, vous venez vous justifier. C'est pourquoi les gens n'ont pas pris la décision de venir se confier à la justice. De quoi ont-ils peur? Et donc moi je pense qu'il faut des chefs d'État comme ça en Afrique pour qu'on finisse avec l'impunité. Exilé politique, non, mais citoyen qui est prêt à venir s'expliquer devant la justice, je suis partant pour ça. Toujours dans ce contexte politique, la justice béninoise pose un acte marquant cette visite historique du président français Emmanuel Macron au Bénin. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET, a libéré et placé sous contrôle judiciaire, dans la soirée de ce mercredi 27 juillet 2022, 30 personnes arrêtées pour des infractions commises durant la période électorale d'avril 2021. Mais attention, ils doivent pouvoir comprendre que ils sont libérés sous contrôle judiciaire, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la plénitude de leurs actions, de leurs mouvements sur le territoire. Ils doivent pouvoir éviter de commettre d'autres délits, voyez, puisque à tout moment, selon les observations des hommes de droit, ils ne sont pas totalement libres de leurs mouvements. Tous ces 30 personnes, la fierté que nous avons, c'est qu'ils vont retrouver leur famille, vont retrouver la plupart de leurs activités, mais en étant quand même désormais conscients qu'il ne faut pas se jeter dans la rue pour casser les édifices publics, ce que nous avons construit au prix de nos sacrifices. Après le Bénin, toujours dans le cadre de sa tournée africaine, le président français Emmanuel Macron a mis le cap sur la Guinée-Bissau. On parle santé à présent dans cette édition. L'automédication désigne le fait d'utiliser des médicaments disponibles sans ordonnance pour se soigner sans avoir demandé d'avis médical au préalable. Elle peut consister à consommer un médicament acheté en pharmacie ou à réutiliser un médicament qui avait été prescrit dans un autre contexte. Cette automédication peut nuire gravement à la santé et peut engendrer d'autres maladies. Suivez dans ce reportage les conséquences liées à cette pratique. Il y a le papa qui nous conseille de prendre peut-être de la tisane, ou bien on court rapidement pour aller en pharmacie pour se procurer des médicaments pour pouvoir subvenir à ses besoins, je dirais. Mais les conséquences, il y en a tellement. C'est que, d'abord, je prends un simple exemple qui est
le paracétamol simple qu'on utilise et que rapidement tu as les maux de tête ou bien tu as la fièvre et tu cours rapidement pour partir en pharmacie, pour t'en procurer, pour casser la fièvre. Mais je constate que c'est devenu dans nos habitudes un peu plus fréquent. Or, le paracétamol, cette molécule est une molécule qui est vraiment dangereuse pour le foie. Et beaucoup de patients ne le savent pas. Et quand il y a la fièvre, quand il y a n'importe quoi, parfois même quand il n'y a pas de fièvre, même quand il n'y a pas de céphalée, n'importe quoi, on court pour aller prendre ce paracétamol sans savoir qu'il y a des dangers sur le foie. De la même manière, quelqu'un qui a peut-être une hypertension et qui court pour aller en pharmacie pour dire voilà, je me sens pas bien, j'ai les maux de tête, on te demande voilà, vous souffrez de l'hypertension et vous dites oui, peut-être ils vont vous servir une molécule que vous allez prendre, mais ne sachant pas quel tableau cette personne-là a, on va leur donner les médicaments, ils vont commencer. Or, peut-être que cette personne est déjà hypertendue, connue depuis sans le savoir. Et il a peut-être fait un arrêt thérapeutique. Et c'est vu les complications de l'arrêt thérapeutique qu'il amène en pharmacie chercher peut-être un médicament pour mieux se sentir. Les pharmaciens ne sachant pas, eux vont donner les médicaments. Et cette personne-là ira à la maison calmement, peut-être avec des chiffres tensionnels élevés, prend ses médicaments et les conséquences, c'est peut-être un AVC ou même un arrêt cardiaque. Bien vrai que c'est un peu difficile avec les moyens financiers parce que tout le monde n'arrive pas à joindre les deux bouts. Mais le plus important, c'est d'abord de venir à l'hôpital. Parce que déjà, quand tu pars en pharmacie pour te procurer des médicaments, ça, c'est déjà de l'automédication. À moins qu'arriver en pharmacie, il y a des médecins en pharmacie qui sont là. Vous demandez à voir un médecin en pharmacie. En dehors du plan national, manifestation au Soudan contre le putsch militaire et la résurgence des violences tribales. Les appels du FLC sont dans la continuité du refus du peuple du coup d'État militaire et des protestations ont commencé après le coup d'État du 25 octobre. C'est une poursuite de la lutte menée par les comités de résistance et toutes les factions révolutionnaires et civiles. Des centaines de manifestants ont défilé mardi au Soudan contre le putsch militaire et la résurgence des violences tribales. Le principal bloc politique civil, les Forces de la Liberté et du Changement, FLC, avait appelé à une mobilisation massive pour la coexistence pacifique dans une nation unie entre les multiples ethnies et tribus que compte le Soudan. Les appels du FLC sont dans la continuité du refus du peuple du coup d'État militaire et des protestations qui ont commencé après le coup d'État du 25 octobre. C'est une poursuite de la lutte menée par les comités de résistance et toutes les factions révolutionnaires et civiles. Le peuple soudanais refuse catégoriquement d'être impliqué dans un conflit armé fondé sur la couleur ou l'ethnicité. Les Soudanais doivent refuser cet appel et tous les appels au combat. Tous ces appels doivent être abandonnés et le peuple soudanais doit vivre dans un pays pacifique. L'État du Nil bleu, dans le sud, a été endeuillé à la mi-juillet par un conflit tribal pour l'accès aux terres agricoles. Des affrontements qui ont fait une centaine de morts et qui avaient gagné d'autres États du pays. Pour la troisième journée consécutive, les manifestants de l'Est de la République démocratique du Congo accusent la force de maintien de la paix des Nations Unies, MONUSCO, de ne pas suffisamment protéger les populations civiles alors que la violence s'accroît dans la région orientale du pays. De nouveaux affrontements meurtriers se sont produits lors d'une manifestation contre la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo. Descendus dans la rue pour la troisième journée de protestation consécutive dans l'est du pays, les manifestants accusent la force de maintien de la paix de ne pas protéger les civils alors que la violence s'accroît dans la région orientale. Ils demandent le départ des forces de l'ONU présentes dans le pays depuis des années.
Le Congo, c'est notre patrimoine. Le Congo, c'est pour les Congolais. Et depuis que la MONUSCO est là, la MONUSCO ne fait rien. La population est égorgée du jour au jour. Et pourtant, nous avons une mission de l'ONU pour sécuriser la population. Mais la population est massacrée. La population, on égorge les gens comme des moutons à la présence de cette MONUSCO-là. Quand les casques bleus rentreront chez eux, nous allons nous occuper nous-mêmes des choses. Ils disent qu'ils n'ont pas les moyens de combattre le M23, alors nous allons nous défendre par nous-mêmes. Si l'ONU ne part pas aujourd'hui, nous allons continuer à manifester jusqu'à ce qu'ils le fassent. L'Est du Congo, riche en minerais, abrite une myriade de groupes rebelles et la sécurité de la région s'est détériorée malgré une année d'opérations d'urgence menée par une force conjointe des armées du Congo et de l'Ouganda. Au moins 15 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées lors des 2 jours précédents de manifestations dans l'Est de la RDC. En dehors du cadre africain, des partisans de l'influent leader chiite Moctaba ont brièvement investi mercredi le Parlement en pénétrant dans l'ultra-sécurisée zone verte abritant à Bagdad institutions gouvernementales et ambassades. Nouveau coup d'éclat pour dénoncer la candidature au poste de Premier ministre présentée par le camp politique adverse. Près de 2 heures après avoir pris leur quartier dans le Parlement, les centaines de manifestants ont amorcé un retrait. Depuis l'élection d'octobre dernier, l'impasse politique est totale en Irak. Des partisans de l'influent leader chiite Moqtada al-Sadr ont investi mercredi le Parlement en pénétrant dans la zone abritant les institutions gouvernementales. Les manifestants dénoncent la candidature au poste de Premier ministre de Mohamed Shia al-Soudani, candidat des factions chiites pro-Iran. Depuis 20 ans, nous avons les mêmes visages au pouvoir. Il y a 2 ans, nous avons organisé des manifestations et il y a eu des martyrs. Et maintenant, les mêmes visages sont encore là. On ne veut pas d'al-Soudani ni personne de son camp. Le bloc d'al-Sadr était sorti des élections d'octobre comme la première force politique, mais il était loin d'avoir la majorité au Parlement. Connu pour ses coups d'éclat, Moqtada al-Sadr a laissé à ses adversaires la tâche de former un gouvernement, faisant démissionner en juin ses 73 députés. Le leader de 47 ans rappelle régulièrement à ses adversaires qu'il continue de jouir d'une assise populaire dans la rue. Depuis 10 mois, l'Irak est dans une impasse politique. Le pays attend non seulement la nomination d'un nouveau Premier ministre, mais aussi d'un président. Ce poste revient traditionnellement à une personne de la communauté kurde. Mais sur ce dossier aussi, il y a blocage. Les 2 grands partis kurdes historiques n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur un candidat. Du sport à présent dans cette édition, les Sud-Africaines se sont imposées en renversant les Marocaines 2-1 lors de la finale à Rabat au Maroc grâce au doublé de l'attaquante Hilda Magaya. Après leur accueil triomphal, l'entraîneuse et les joueuses de l'équipe ont été accueillies par le président Cyril Ramaphosa pour célébrer cette première place du tournoi. Retour victorieux des Banyana en Afrique du Sud mercredi après leur victoire à la Coupe d'Afrique des Nations féminines. L'entraîneuse et les joueuses de l'équipe ont été accueillies par le président Cyril Ramaphosa pour célébrer cette première place du tournoi. Je voudrais dire qu'aujourd'hui, nos cœurs sont remplis de fierté. Ils débordent de joie parce que vous, les Banyana, vous avez promis que vous ramèneriez la coupe à la maison et vous l'avez fait. Voici la coupe, elle n'est dans aucun autre pays du continent. Elle est ici, en Afrique du Sud, là où elle doit être. Les Sud-Africaines se sont imposées en renversant les Marocaines 2-1 lors de la finale à Rabat au Maroc samedi, grâce à un doublé de l'attaquante Hilda Magaya. Leur victoire a engendré un débat national sur l'inégalité des salaires femmes-hommes dans le football. Par votre victoire, vous avez remonté le moral de notre nation dans un contexte de nombreux défis auxquels notre pays est confronté. Mais vous nous avez donné une raison de mettre de côté nos différences, de faire abstraction pour un temps des troubles, de nos angoisses sur tout un tas de choses. C'est votre équipe d'Afrique du Sud et nous avons fait cela pour vous.
Merci beaucoup pour tout le soutien et les prières. Nous l'avons vraiment ressenti, même pendant le délestage, Monsieur le Président. Merci. Lors de la cérémonie, Cyril Ramaphosa a déclaré vouloir mettre fin aux inégalités de salaire entre les genres à l'échelle du pays et lancer un programme pour combler cet écart de rémunération. Et c'est sur cet élément que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Et surtout, n'oubliez pas, suivez-nous également sur tous nos canaux digitaux, Facebook et YouTube. Portez-vous bien.